Chapitre 20. Voir les choses telles qu'elles sont. Être réaliste. La réalité s'avère parfois dure. Vos jours sont comptés. C'est au prix d'un effort constant que vous vous taillerez une place dans ce monde concurrentiel sans pitié et que vous la conserverez. Certaines personnes peuvent vous trahir. Elles vous entraînent dans des combats sans fin. Votre tâche est de résister à la tentation de vouloir les choses différentes de ce qu'elles sont. Vous devez justement accepter sans crainte ces situations, vous devez même les embrasser. En vous concentrant sur ce qui se passe autour de vous, vous acquérez une perception fine de ce qui fait avancer certaines personnes et de ce qui fait échouer les autres. En perçant à jour les manipulations, vous pouvez les retourner en votre faveur. Plus vous êtes capable d'étreindre solidement la réalité, et plus vous obtiendrez de pouvoir pour la modifier dans le sens que vous désirez. L'œil du battant. Telle est la vie, nouvelle et étrange. Étrange parce que nous la redoutons. Nouvelle parce que nous avons détourné les yeux d'elle. Les hommes sont ce qu'ils sont, la vie est ce qu'elle est, et nous devons les empoigner pour ce qu'ils sont. Si nous voulons les changer, nous devons le faire en tenant compte de la forme sous laquelle ils se présentent. Richard White. Quand il était petit, Curtis Jackson, alias 50 Cent, avait pour principale motivation son ambition. Il désirait par-dessus tout ce qui semblait le plus devoir à jamais lui échapper, l'argent, la liberté et le pouvoir. Considérant les rues du Southside Queens où il avait grandi, Curtis y voyait une réalité sinistre et déprimante. Il aurait pu aller à l'école et être sérieux, mais les garçons qui le faisaient n'allaient pas bien loin. Il décrochait tout au plus des jobs mal payés. Il aurait pu en revanche choisir la délinquance et se faire rapidement de l'argent, mais ceux qui prenaient ce chemin mouraient de bonheur ou passaient le plus clair de leur jeunesse en prison. Il aurait enfin pu s'évader de tout ça en se droguant. Et dès lors que l'on prend ce chemin, il est impossible de revenir en arrière. Les seules personnes qui menaient la vie dont il rêvait étaient les dealers, les trafiquants de drogue. Ils avaient les voitures, les vêtements, le train de vie et le pouvoir qui correspondaient à ses ambitions. Alors, à l'âge de 11 ans, il fit le choix de s'engager sur cette voie et de devenir le plus grand des dealers. Mais plus il s'y engageait, plus il prenait conscience que la réalité était beaucoup plus sombre et dure qu'il ne l'avait imaginé. Les drogués, ses clients, étaient imprévisibles et difficiles à cerner. Ses collègues dealers se disputaient un nombre limité de carrefours et ils pouvaient vous planter un couteau dans le dos à tout instant. Les caïds qui régnaient sur le quartier étaient à l'occasion violents et brutaux. Si l'on réussissait trop bien, quelqu'un essayait de vous détrôner. La police était omniprésente. Un faux pas, et c'était la prison. Comment réussir dans ce chaos et esquiver tous les inévitables dangers ? Cela semblait impossible. Un jour qu'il discutait des difficultés de ce jeu avec un dealer plus âgé nommé Truth, c'est-à-dire Vérité, celui-ci lui conseilla quelque chose qui resta gravé dans sa mémoire. Ne te plains jamais des difficultés. En réalité, la dureté de la vie dans ces quartiers est une bénédiction pour celui qui sait ce qu'il fait. Le milieu est si dangereux que le dealer doit observer avec une attention sans faille ce qui se passe autour de lui. Il lui faut sentir la rue, qui représente une menace ou se présente une chance nouvelle. Il lui faut percer à jour les gens qui racontent n'importe quoi, leurs petits jeux, leurs idées minables. Il lui faut aussi éviter toute illusion sur lui-même, connaître ses propres limites et sa stupidité. Tout cela donne à son regard le tranchant d'une lame de rasoir et fait de lui un excellent observateur de ce milieu. C'est là son pouvoir. Le pire danger qui nous menace, déclare-t-il à Curtis, ce n'est ni la police ni tel ou tel rival nuisible. C'est la tentation de s'amollir. J'ai vu ça chez quantité de dealers, insista-t-il. Si ça roule pour toi, tu commences à croire que ça durera toujours et tu cesses d'observer. Si les choses se gâtent,
tu commences à souhaiter qu'elle soit différente et tu te lances dans je ne sais quel racket foireux pour faire de l'argent facile. Dans les deux cas, tu te plantes vite fait. Si tu perds de vue la réalité du quartier, autant te tuer de tes propres mains. Au cours des mois qui suivirent, Curtis réfléchit à ce que Truth lui avait déclaré et cela fit du chemin dans son esprit. Il traduisit ce discours en règles de conduite. Ne faire confiance à personne. Cacher ses intentions même à ses amis et partenaires. Et quelle que soit sa bonne ou sa mauvaise fortune, rester par-dessus tout réaliste. Garder coûte que coûte son regard acéré de dealer. En quelques années, il devint l'un des trafiquants les plus performants du quartier. Il avait une petite équipe qui lui rapportait du bel et bon argent. L'avenir semblait prometteur, mais à cause d'un moment d'inattention, il tomba dans un piège tendu par la police et à l'âge de 16 ans, il fut condamné à 9 mois dans une maison de correction dans le nord de l'État de New York. Dans ce milieu inconnu et grâce au temps dont il disposait pour réfléchir, les mots de Truth lui revinrent. Ce n'était pas le moment de se décourager ni de rêver, mais de braquer son regard de dealer sur lui-même et sur le monde dans lequel il vivait. Le regarder tel qu'il était, même s'il n'était guère joli. Il avait une ambition sans frein. Il voulait un vrai pouvoir, quelque chose sur quoi construire. Mais aucun revendeur des rues ne faisait de vieux os, il n'y avait que des jeunes. Une fois passé l'âge de 20 ans, il ralentissait. Et soit il leur arrivait malheur, soit ils se réfugiaient dans un emploi médiocre. Et ce qui les aveuglait dans cette réalité, c'était le train de vie dont ils jouissaient provisoirement. Ils pensaient que cela durerait toujours. Ils avaient trop peur pour essayer autre chose. Mais ils avaient beau être malins, ils ne pouvaient s'élever au-delà d'un certain plafond. Il fallait que Curtis se réveille et se secoue tant qu'il était jeune et que ses ambitions étaient réalisables. Il n'aurait pas peur. Sur ses conclusions, il décida de se lancer dans la musique. Il dénicherait un guide capable de lui enseigner les ficelles du métier. Il apprendrait tout ce qui est possible sur la musique et la façon d'y faire de l'argent. Il n'aurait pas de plan B. Il faudrait que ça passe ou que ça casse. Avec une énergie sauvage, il fit sa transition vers la musique et se créa un espace pour produire les sons violents et brutaux reflétant la réalité de la rue. La vigueur de la campagne de promotion de sa compilation à New York attira l'attention d'Eminem, un rappeur connu, et ils tombèrent d'accord pour un album. Curtis avait auparavant réalisé ses ambitions d'enfance. Il avait de l'argent et du pouvoir. Les gens étaient gentils avec lui. Partout, on le flattait, on voulait être associé à son succès. Il les vit tous venir, la presse élogieuse, les fans obséquieux. Tout cela commença à lui monter à la tête et à brouiller sa vision. En apparence, tous les indicateurs étaient au vert, mais quelle réalité cela cachait-il ? Plus que jamais, Curtis avait besoin d'un regard clair et pénétrant pour discerner ce qu'il y avait derrière le battage et le glamour. Plus il observait le monde de la musique, mieux il comprenait qu'il était aussi dur que celui de la rue. Les cadres qui dirigeaient les labels étaient impitoyables. Ils vous embobinent avec de belles paroles, mais en fait, ils se fichent éperdument de votre avenir en tant qu'artiste. Ils veulent siphonner le moindre dollar qu'ils peuvent tirer de vous. À peine êtes-vous un tant soit peu passé de mode, que vous vous retrouvez progressivement mis à l'écart. Ce déclin n'en est que plus amer après avoir goûté au succès. En vérité, vous n'êtes qu'un pion sur l'échiquier. Un dealer au coin de la rue a plus de pouvoir et de maîtrise de son avenir qu'un rappeur. Et que penser de cette activité en soi ? Les ventes d'albums diminuaient, car les gens pirataient la musique ou l'achetaient sous des formes différentes. Le premier venu pouvait s'en rendre compte. Le vieux business plan était condamné. Mais ces mêmes cadres dirigeants qui avaient l'air si malins redoutaient de se mesurer avec cette réalité. Ils se cramponnaient au passé au risque d'entraîner tout le monde dans leur chute. Tout le monde, sauf 50. Il allait éviter ce sort en se comportant différemment. Il allait bâtir un empire diversifié au sein duquel la musique ne serait qu'un outil. Ses décisions allaient être fondées sur une compréhension intime de cet environnement en mutation qui était le milieu de la musique, mais qui était aussi celui de tout le monde des affaires.
50 laissait à d'autres la naïveté de se fier à leurs écoles de gestion, à leur argent et à leurs relations. Lui, il allait se fier à son œil de dealer qui l'avait conduit des bas-fonds au succès en quelques années. L'approche intrépide. La réalité est ma drogue. Plus j'en ai et plus j'ai de pouvoir, plus haut je grimpe. 50 Cent. Vous imaginez peut-être que les quartiers qui ont modelé 50 et le code de conduite qu'il s'est donné n'ont pas grand-chose à voir avec les lieux où vous vivez. Mais c'est simplement la preuve que vous rêvez. Cela mesure à quel point vous vivez dans l'imaginaire et avez peur de vous colter avec la réalité. Le monde est aussi sinistre et dangereux que les rues du Southside Queens, un environnement global et compétitif où tous les gens se comportent comme des dealers impitoyables, sans retenue. Les mots de Truth s'appliquent à vous autant qu'à 50. Le pire danger qui vous menace est de vous amollir et de perdre l'acuité de votre regard. Quand les temps se font durs et que vous êtes fatigué de lutter, votre esprit tend à se réfugier dans l'imaginaire. Vous aimeriez que les choses se passent différemment et progressivement, vous vous repliez sur vos pensées et vos désirs. Si vous réussissez, vous devenez content de vous et vous vous figurez que cet état des choses durera jamais. Vous cessez d'être sur le qui-vive. En peu de temps, vous vous laissez dépasser par les changements en cours et par les jeunes qui se bousculent alentour et qui représentent un défi pour vous. Comprenons-nous. Vous avez besoin de ce code de conduite plus encore que 50 n'en avait besoin lui-même. Son monde était si dur et si dangereux qu'il le contraignait à ouvrir les yeux sur la réalité et à ne jamais perdre le contact. Votre monde à vous semble plus douillet, moins violent, moins immédiatement dangereux. Vous errez au hasard et vos yeux sont embués par vos rêves. La dynamique concurrentielle est en réalité la même dans la rue et dans le monde des affaires, mais votre environnement apparemment confortable est un obstacle pour y voir clair. La réalité a son propre pouvoir. Vous avez beau lui tourner le dos, elle finit toujours par vous rattraper. Votre incapacité à vous mesurer à elle vous ruinera. Le moment est venu d'arrêter cette dérive et de vous réveiller. Il est temps de vous éclairer d'une lumière aussi froide et brutale que possible, de vous évaluer vous-même ainsi que ceux qui vous entourent et la direction dans laquelle vous vous dirigez, sans peur. Appréhendez la réalité dans les termes suivants. Vos proches sont en général cachotiers. Vous n'êtes jamais tout à fait sûr de leurs intentions. Ils présentent souvent une apparence trompeuse. Leurs comportements manipulateurs ne correspondent ni à leurs grands mots, ni à leurs promesses. Tout cela crée une certaine confusion. En prenant les individus tels qu'ils sont et non tels que vous croyez qu'ils devraient être, vous apprécierez avec plus de justesse leur motivation. Cela veut dire qu'il faut être capable de discerner leur véritable caractère derrière la façade qu'ils offrent au monde. Fort de cette connaissance, vous agirez de façon beaucoup plus efficace. Votre domaine d'activité constitue une autre couche de la réalité. Pour le moment, tout a l'air calme, mais il existe des changements à l'œuvre en dessous de la surface. Des dangers sont tapis à l'horizon. Bientôt, les façons de faire que vous tenez pour acquises seront dépassées. Ces changements et ces difficultés ne sautent pas encore aux yeux. Le fait d'être capable de les déceler avant qu'ils ne prennent de l'importance vous apportera un pouvoir immense. La capacité à discerner la réalité au-delà des apparences n'est pas une question d'éducation ni d'intelligence. Il y a des gens bourrés de connaissances livresques et au courant de tout qui n'ont pas de vraie notion de ce qui se passe autour d'eux. Tout est lié en vérité à un trait de caractère, l'intrépidité. En résumé, les réalistes n'ont pas peur de voir les aspects difficiles de la vie. Ils affûtent leur regard en accordant une attention soutenue aux détails, aux intentions d'autrui, aux obscures réalités qui se cachent derrière les apparences prestigieuses. Comme un muscle durci par l'entraînement, cette capacité permet de développer l'acuité du regard. C'est tout bonnement un choix à faire. À n'importe quel moment de votre vie, vous pouvez vous convertir au réalisme. Celui-ci n'a rien d'un système de croyance, c'est simplement une façon de regarder le monde.
Il faut pour cela supposer que toute circonstance est nouvelle et que tout individu est différent. Votre tâche consiste à mesurer cette différence et à en tirer les conséquences pratiques. Votre œil doit être fixé sur le monde et non sur vous-même et votre ego. Ce que vous voyez conditionne ce que vous pensez et la façon dont vous agissez. Dès lors que vous vous attachez à un dada quel qu'il soit, vous risquez de vous y cramponner quels que soient les messages que vous transmettent vos yeux et vos oreilles. Vous cessez d'être réaliste. Pour voir ce pouvoir en action, observez la vie d'un homme tel Abraham Lincoln, qui fut peut-être le plus grand président des États-Unis. Il n'avait guère fait d'études et avait grandi dans le difficile environnement de la frontière. Dans sa jeunesse, il aimait démonter les machines et les remonter. Il avait un esprit éminemment pratique. Une fois président, il eut sur les bras la pire crise de l'histoire du pays. Les membres de son cabinet et les conseillers qui l'entouraient ne songeaient qu'à se mettre en valeur et à défendre l'idéologie rigide à laquelle ils croyaient. Ils étaient exaltés, ils s'échauffaient. Ils voyaient Lincoln comme un faible, car il mettait du temps à se décider et choisissait souvent de faire le contraire de ce qu'on lui conseillait. Il faisait confiance à des généraux tels Ulysses S. Grant, qui était un alcoolique et un asocial. Il collaborait avec ceux que ses conseillers considéraient comme des ennemis politiques, car ils appartenaient au parti adverse. Ce que les conseillers de Lincoln ne comprenaient pas, c'est qu'il abordait chaque situation sans préjugés. Il était déterminé à l'apprécier exactement telle qu'elle était. Ses choix étaient purement pragmatiques. C'était un fin connaisseur de la nature humaine et il restait attaché à Grant, car il voyait en lui le seul général capable d'action efficace. Il jugeait les gens à leurs résultats, et non à leur amitié ou à leur valeur politique. Sa façon réfléchie de jauger les individus et les événements n'était pas une faiblesse, mais au contraire la force à son plus haut degré, l'intrépidité. En s'y prenant de la sorte, il évita soigneusement au pays de succomber à d'innombrables dangers. Cette interprétation n'est pas courante, car l'on préfère s'extasier devant les idées grandioses et les gestes spectaculaires. Le génie de Lincoln tenait à sa capacité à se focaliser intensément sur la réalité et à voir les choses telles qu'elles sont. Cet homme était un parangon de réalisme. On pourrait redouter que le fait de voir si bien la réalité soit décourageant, et c'est le contraire qui est vrai. Quand on sait clairement où l'on va, ce que les autres veulent vraiment et ce qui se passe dans le monde, cela se traduit en confiance en soi et en pouvoir, avec une sensation de légèreté. On se sent en prise directe sur l'environnement comme une araignée sur sa toile. Chaque fois que l'on sera frappé par l'adversité, on sera capable de se redresser plus vite que les autres, car on aura analysé rapidement ce qui se passe vraiment et la façon dont on peut exploiter la situation, fût-elle la pire. Et une fois que vous aurez goûté à ce pouvoir, vous trouverez davantage de satisfaction à vous immerger vigoureusement dans la réalité plutôt qu'à vous réfugier dans l'imaginaire, quel qu'il soit. Les clés de l'intrépidité. Connais-toi toi-même, connais ton ennemi, ta victoire ne sera jamais mise en danger. Connais le terrain, connais ton temps, ta victoire sera alors totale. Sun Tzu. Les États-Unis d'Amérique étaient autrefois un pays de réalistes et de pragmatiques. Nous devions nos qualités à la dureté de notre environnement et aux nombreux dangers de la vie à la frontière de la civilisation. Pour survivre, nous avons été contraints d'observer attentivement tout ce qui se passait autour de nous. Cette capacité d'observation nous a conduits au XIXe siècle à de multiples inventions, à une accumulation de richesses et à l'émergence d'une grande puissance. Mais du fait de cette puissance croissante, notre environnement s'est montré de moins en moins contraignant et notre caractère a commencé à changer. Nous nous sommes mis à considérer la réalité comme une chose à éviter. Lentement et en secret, nous avons acquis le goût de l'évasion, fuite des problèmes, du travail et des épreuves de la vie. Notre culture a commencé à fabriquer d'innombrables produits de consommation. Nourris par ces illusions, nous sommes devenus plus faciles à tromper, car nous avons perdu le baromètre mental permettant de distinguer la réalité de la fiction.
Cette dynamique s'est répétée à travers toute l'histoire. La Rome antique n'était au départ qu'une petite ville-État. Ses citoyens, rudes et stoïques, étaient célèbres pour leur pragmatisme. Mais ils sont passés de la République à l'Empire, leur puissance s'est étendue, tout s'est retourné. Leur esprit est devenu avide de formes toujours nouvelles d'évasion. Ils ont perdu le sens de la mesure. Leur attention était plus captivée par des querelles politiques mesquines que par les dangers graves aux frontières de l'Empire. Celui-ci tomba avant les invasions barbares. Il s'effondra à cause de l'amollissement collectif des esprits de ses citoyens, car ceux-ci, désormais, tournaient le dos à la réalité. Comprenons-nous bien. Un particulier ne peut arrêter à lui seul une marée de fuite dans l'imaginaire qui balaie une civilisation. Chacun peut former une cloison par feu individuelle et en tirer du pouvoir. Chacun n'est doté de l'arme la plus redoutable de toute la nature, un esprit rationnel et conscient. Celui-ci a la capacité d'offrir une vision large et vaste, permettant de décrypter les événements, de tirer des leçons du passé, d'entrevoir l'avenir, de déchiffrer ce qui se cache derrière les apparences. Les événements se liguent pour émousser cette arme et la rendre inutilisable si vous vous recroquevillez sur vous-même par peur de la réalité. Considérez ceci comme un combat, une guerre. On doit affronter cette tendance de son mieux et avancer à contre-courant. On doit se tourner vers l'extérieur et observer attentivement tout ce qui se passe autour de soi. On doit livrer bataille contre l'imaginaire dont on nous gave. On doit rester chevillé à son environnement, chercher la clairvoyance et non fuir la réalité et sombrer dans la confusion. Le fait de vous lancer dans cette direction vous donnera un pouvoir certain sur les idéalistes. Nous allons voir ci-dessous comment exercer son esprit afin d'en faire un outil de mesure de la réalité moins rigide, plus pénétrant et plus ouvert. Il faut pratiquer ces exercices aussi souvent que possible. L'ouverture ou la redécouverte de la réalité. Le philosophe grec Socrate apprit un jour que l'oracle de Delphes l'avait cité comme l'homme le plus sage du monde. Cela déconcerta le philosophe. Il ne se considérait pas digne de pareil jugement. Cela le mit mal à l'aise. Il décida tout bonnement de trouver à Athènes quelqu'un de plus sage que lui. Il pensait y arriver facilement, et cela prouverait que l'oracle s'était trompé. Il eut maintes discussions avec des hommes politiques, des poètes, des artisans et d'autres philosophes, et il commença à se convaincre que l'oracle avait raison. Tous ceux avec qui il s'entretenait étaient sûrs de beaucoup de choses. Ils exprimaient des opinions tranchées sur des faits dont ils n'avaient aucune expérience. Ils étaient creux. Si on les interrogeait un tant soit peu, ils étaient incapables de défendre leur position. Celle-ci semblait fondée sur des choix remontant à plusieurs années. La supériorité de Socrate, compris ce dernier, résidait dans le fait qu'il savait qu'il ne savait rien. Cette certitude gardait son esprit ouvert à toute expérience des choses telles qu'elles sont, source de toute connaissance. Ce postulat d'ignorance était le nôtre quand nous étions petits. Nous avions besoin et soif de connaissances pour triompher de notre ignorance. Alors, nous observions le monde de façon aussi intense que possible et nous accumulions de grandes quantités d'informations. Tout était source d'émerveillement. Mais avec le temps, nos esprits tendent à se refermer. À un moment donné, nous avons l'impression que nous savons ce que nous avons besoin de savoir. Nos opinions deviennent de fermes certitudes. Et nous faisons cela par peur. Nous ne voulons pas remettre en cause notre façon de voir la vie. Si nous nous y risquons, nous nous braquons et nous masquons nos peurs en agissant à coups de certitude avec une confiance suprême en nous-mêmes. Ce qu'il nous faut faire dans la vie, c'est retrouver un esprit d'enfant et nous ouvrir à l'expérience au lieu de nous y fermer. Imaginons juste pour une journée que nous ne savons rien et que toutes nos convictions sont peut-être totalement erronées. Abandonnons nos préjugés et jusqu'à nos croyances les plus sacrées. Tentons l'expérience. Forçons-nous à défendre le point de vue contraire et à voir le monde à travers les yeux de notre ennemi. Écoutons les gens avec davantage d'attention. Faisons de toute rencontre, serait-ce la plus banale, une occasion d'apprendre. Imaginons que le monde regorge encore de mystères. Si nous nous mettons à fonctionner de cette façon,
nous observerons que quelque chose d'étrange arrive souvent. Les opportunités viennent à notre rencontre car nous sommes soudain devenus plus réceptifs. Les heureux hasards se multiplient en fonction de notre ouverture d'esprit. L'expansion ou la connaissance de la totalité du terrain. Chaque guerre se dispute sur un terrain donné. Mais celui-ci n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Il y a aussi le moral des soldats ennemis, les chefs qui les guident, l'état d'esprit des généraux qui prennent les décisions clés et les ressources économiques servant de base à tout le reste. Un général médiocre limitera sa connaissance à celle du terrain physique. Un général un peu meilleur tentera d'élargir sa connaissance en lisant des rapports sur les autres facteurs qui influencent l'armée ennemie. Et le meilleur général cherchera à approfondir sa connaissance par l'observation directe et la consultation de sources de première main. Napoléon Bonaparte est le plus grand général qui ait jamais vécu. Ce qui le hissait au-dessus de tous les autres, c'est la masse d'informations qu'il absorbait sur tous les détails de la bataille avec aussi peu de filtres que possible. Cela lui donnait une appréhension supérieure de la réalité. Notre but est de suivre les traces de Napoléon. Emmagasinons le plus de choses possible par nos propres yeux. Communiquons au sein de notre organisation avec des individus placés à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique. Toutes les personnes que nous rencontrons nous intéressent. Accueillons les idées les plus différentes. Obligeons-nous à découvrir des événements et des endroits qui ne font pas partie de notre cercle habituel. Si nous ne pouvons pas observer nous-mêmes quelque chose, essayons d'en obtenir des comptes rendus aussi directs et peu censurés que possible. Recourons à des sources variées permettant de voir les choses de plusieurs points de vue. Touchons du doigt tout ce qui se passe dans notre environnement. Observons la totalité du terrain. La profondeur ou la recherche des racines. Malcolm X était un réaliste. Son regard sur le monde avait été affûté par des années passées dans la rue et en prison. Après sa détention, il se donna pour mission de découvrir la source des problèmes des Noirs en Amérique. Comme il l'explique dans son autobiographie, ce pays se contente de glisser sur la surface des choses. Au lieu de rechercher la racine des problèmes, il se contente de ruses et d'esquives. Il reste superficiel. Malcolm X décida de creuser aussi loin que possible en dessous de la surface. Finalement, il parvint à ce qu'il estimait être la cause première, la dépendance. Au fond, les Afro-Américains étaient incapables de faire quoi que ce soit tout seuls. Ils dépendaient du gouvernement, des libéraux, de leurs dirigeants, de n'importe qui, sauf d'eux-mêmes. S'ils pouvaient en finir avec cette dépendance, ils auraient le pouvoir de tout retourner en leur faveur. Malcolm X mourut avant d'avoir pu mener à bien cette mission, mais sa méthode garde une valeur définitive. Tant que l'on ne prend pas les problèmes à leurs racines, on ne peut pas les résoudre de façon significative. Les hommes aiment ne considérer que la surface. Ils réagissent de façon affective. Ils mènent des actions qui les réconfortent à court terme, mais rien qui leur soit utile à long terme. Par conséquent, quand on rencontre un problème quel qu'il soit, il faut orienter son esprit dans la direction suivante. Creuser encore jusqu'à découvrir la racine des choses. Ne vous contentez jamais de ce qui saute aux yeux. Cherchez à comprendre ce qui se cache derrière. Intégrez-le et continuez à creuser. Demandez-vous toujours pourquoi telle ou telle chose s'est passée, quelles sont les motivations des différentes personnes concernées, qui est véritablement aux commandes et à qui tel événement profite. Souvent, on s'aperçoit qu'il est question d'argent et de pouvoir. C'est ce pourquoi les gens ne cessent de se disputer en dépit de toutes les bonnes raisons qu'ils peuvent avancer. Peut-être n'arriverez-vous jamais au fond des choses, mais votre recherche vous en rapprochera. Et le fait de vous y prendre de cette manière contribuera à faire de votre esprit un puissant outil d'analyse. La projection ou l'art de voir loin. En tant qu'être conscient et rationnel, nous ne pouvons nous défendre de penser à l'avenir. Mais la plupart des gens se limitent, par peur, à un avenir proche. Ils se projettent au lendemain ou à quelques semaines, tout au plus, avec un vague plan pour les mois à venir. Nous nous occupons en général de batailles si immédiates
qu'il est difficile d'élever notre regard plus loin que l'instant. Mais c'est une des lois du pouvoir. Plus loin nous nous projetons dans l'avenir, plus grande est notre capacité à le modeler selon nos désirs. Si vous avez pour vous-même un plan à long terme, que vous avez imaginé en détail, vous êtes mieux préparé à prendre dans l'instant les décisions appropriées. Vous savez quels sont les combats ou les positions à éviter, car ils ne vous rapprochent pas de votre but. Quand on a le regard fixé sur la cible, on peut se concentrer sur les dangers qui se profilent à l'horizon et prendre des mesures d'évitement. Cela remet les choses en perspective. Parfois, les détails qui nous tracassent dans l'immédiat ne comptent guère à long terme. Tout cela vous donne davantage de pouvoir pour réaliser vos objectifs. Dans ce contexte, considérez les petits problèmes qui vous empoisonnent, vous et votre entreprise, dans le présent, et décochez vos flèches vers l'avenir. Imaginez ce qui se passerait si les problèmes s'aggravaient. Réfléchissez à ce que pourraient être les erreurs les plus lourdes et celles des autres. Comment les prévoir ? En général, elles s'annoncent par des signes qui semblent criants a posteriori. Imaginez les mêmes signes que vous occultez probablement dans l'instant. L'acuité où juger les gens à leurs actes et non à leurs paroles. Pendant une guerre et dans n'importe quelle situation concurrentielle, on ne prête pas attention aux intentions d'autrui. Bonnes ou mauvaises, elles ne comptent pas. Il doit en être de même dans le jeu de la vie. Tout le monde se bat pour vaincre, et il y a des individus qui se servent de justification morale pour marquer des points. Tout ce que vous observez, ce sont les manigances des autres. Leurs actes passés, ce que l'on peut attendre d'eux pour l'avenir. Dans ce domaine, soyez férocement réaliste. Comprenez que tout le monde recherche le pouvoir et que, pour le conquérir, il nous arrive à tous, quand l'occasion se présente, d'être manipulateurs, voire trompeurs. C'est dans la nature de l'homme, et il n'y a pas honte à cela. Ne prenez pas les manœuvres des gens comme des atteintes personnelles. Cherchez simplement à vous défendre et à progresser. Dans cette approche, apprenez à observer ceux qui vous entourent. Cela ne peut pas se faire sur Internet. Il faut affûter vos perceptions dans le cadre de relations interpersonnelles. Cherchez à percer les gens à jour, à les deviner de votre mieux. Vous en viendrez à comprendre, par exemple, qu'une personne qui se montre vite trop amicale a souvent de mauvaises intentions. Si l'on vous flatte, c'est généralement par envie. Tout comportement insolite ou excessif est un signe. Ne vous laissez pas prendre aux gestes spectaculaires ni aux attitudes affichées. Accordez davantage d'attention aux détails, aux petites choses qui en disent long dans la vie de tous les jours. Les décisions sont révélatrices. Une observation attentive permet souvent d'y déceler des tendances. D'une façon générale, le fait d'observer les autres à travers le prisme de nos émotions brouille notre vue et nous conduit à des incompréhensions. Ce que nous souhaitons, c'est porter un regard affûté sur les personnes, un regard perçant, objectif et neutre. Le détachement ou se juger soi-même. À l'occasion, cette capacité croissante d'observation doit s'appliquer à nous-mêmes. Prenez cela comme un rite à exécuter régulièrement, à quelques semaines d'intervalle. Évaluez sans indulgence qui vous êtes et ce vers quoi vous vous dirigez. Analysez vos actes les plus récents comme s'il s'agissait de manœuvres d'un tiers. Imaginez comment vous auriez pu mieux vous y prendre. Par exemple, éviter les combats inutiles ou affronter ceux qui vous font obstacle au lieu de les fuir. L'objectif n'est pas de vous fustiger, mais d'acquérir la capacité d'adapter et de changer votre comportement en serrant la réalité de plus près. Le but final de cet exercice est d'acquérir le détachement qui convient vis-à-vis de vous-même et de votre vie. Il ne s'agit pas de ressentir ce détachement à tout instant. Il y a des moments où il faut agir de tout son cœur et de façon intrépide, sans état d'âme ni distanciation. Et en maintes occasions, il faut être capable d'évaluer la situation sans laisser son ego ni ses émotions modifier ses perceptions. La capacité à observer les événements de façon calme et détachée deviendra une seconde nature sur laquelle vous pourrez compter en temps de crise. Dans ces moments où certains perdent les pédales, vous garderez la tête froide avec une relative facilité. Si vous ne vous laissez pas facilement déconcerter par les événements, vous attirerez l'attention et le pouvoir.
Retournement de perspective. Le terme de réaliste a souvent des connotations péjoratives. Pour le bon sens populaire, le réaliste est pratique à l'excès. Il passe à côté des choses de la vie les plus fines et les plus élevées. À la limite, il peut s'avérer cynique, manipulateur et machiavélique. Il est à l'opposé des idéalistes, personnes de grande imagination, dont les idéaux nous enthousiasment et dont les merveilleuses créations nous distraient. Cette classification découle du fait que l'on observe le monde à travers le prisme de la peur. Il est temps de retourner cette perspective et de voir idéalistes et réalistes tels qu'ils sont vraiment. Les idéalistes, incapables de juger le véritable état des choses, sont guidés par leurs émotions. Ils sont souvent responsables des pires erreurs de l'histoire. Guerre irréfléchie, catastrophe imprévue. Les réalistes, en revanche, sont les véritables inventeurs et innovateurs. Ce sont des hommes ou des femmes pleins d'imagination, et celle-ci est en contact étroit avec l'environnement, avec la réalité. Des scientifiques empiriques, des écrivains qui comprennent à merveille la nature de l'homme, des dirigeants qui manœuvrent avec sagacité au milieu des crises. Ils sont suffisamment forts pour voir le monde tel qu'il est, y compris leurs propres insuffisances. Allons plus loin. La véritable poésie et le véritable sens des beautés de la vie découlent souvent d'une compréhension intime de la réalité dans tous ses aspects. Le réalisme est en fait l'idéal auquel nous devons aspirer, le plus haut sommet de la rationalité humaine. Ceux qui s'accrochent à leurs illusions ont du mal, si tant est qu'ils y arrivent, à apprendre quoi que ce soit d'utile. Alors que les individus contraints à se créer eux-mêmes sont obligés de tout examiner et ils absorbent les connaissances comme un arbre pomplot avec ses racines. James Baldwin.